Bonjour Henri Désiré Nzouzi, Bonjour Malika, bonjour. vous êtes à Kinshasa, vous êtes notre consultant pour les questions africaines, le consultant de diversité.be. Alors aujourd'hui, nous avions envie d'évoquer avec vous les relations Afrique-Chine. Le 1er juillet dernier, le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans et nous avions envie de vous questionner justement sur les relations entre l'Afrique et la Chine. Et ma première question, c'est depuis quand la Chine trouve-t-elle le continent africain attrayant pour son économie? Alors, pardon, il y a eu un événement très particulier qui s'est déroulé en 1971, 1971, c'est lorsque Mobutu, à l'époque général ce qu'on appelait pas encore le Zaïre, hein, puisque c'était un peu avant le mois d'octobre, le Congo, a effectué une visite officielle à Pékin. Il a été reçu par Mao, il a rencontré d'autres notables comme Chou Enlai et d'autres. Et lorsque le président Mobutu est rentré au Congo, eh bien, quelques mois après, il a débaptisé le nom Congo. Il a donné le nom du Zaïre parce que il a été fortement marqué par sa visite en Chine où il avait observé notamment un attachement très particulier des Chinois à leurs propres valeurs, à leur propre identité. Et ça a été pour la Chine aussi une opportunité, je dirais, de s'ouvrir vers le monde. Et d'ailleurs, c'est au tout début des années 70 que l'on situe l'ouverture de la Chine vers le monde. Et Mobutu a été une des portes d'entrée, en fait, on va dire, de la Chine sur le continent africain. Alors, il faut savoir qu'on est en pleine guerre froide à cette époque-là, que sur le continent africain, il y a quelques pays qui se réclament du marxisme-léninisme, tendance marxiste, donc communiste. Et là, on a évidemment des pays comme l'Angola, qui en fait n'était pas encore indépendant, mais tout de même, on avait déjà à l'époque le Congo-Brazzaville juste en face. Et en cette période si particulière, on avait d'un côté les pays alignés et les pays dits non alignés qui ne souhaitaient pas être assimilés à l'un ou l'autre bloc idéologique, c'est-à-dire l'Est ou l'Ouest, mais tout de même, certains pays africains ont servi de terrain d'expérimentation pour la Chine lorsque elle a commencé, par exemple, à octroyer des bourses d'études à des étudiants africains qui, entre 1970 et le milieu des années 90, vont véritablement constituer quasiment, je dirais, une armée hein, de diplômés dans tous les secteurs de la vie nationale, dans tous les domaines, permettant ainsi à la Chine non seulement de former des gens, mais de créer les conditions de relais petit à petit dans les pays d'origine de ces étudiants. Est-ce qu'on peut dire que les indépendances acquises par les pays africains euh, fut une place accordée à la Chine. Hein. Je pense que l'Europe regrette aussi maintenant de ne plus pouvoir avoir une place aussi prépondérante. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à la fin des colonies, déjà à partir des années 60, notamment en Algérie, hein, puisque la Chine est très Tout à fait. présente aussi dans l'économie algérienne. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que la Chine n'a pas colonisé un seul pays sur le continent africain. Ce sont plutôt certains pays européens. Je pense notamment au Portugal pour Macao et au Royaume-Uni par rapport à Hong Kong, qui, eux, en fait, ont cédé, je dirais, respectivement en 97 et 99, ces territoires à la Chine. Mais c'est vrai que la Chine a toujours été embusquée d'une certaine manière, parce qu'elle observait de loin, d'une part, cet affrontement binaire entre l'Est et l'Ouest avec la Chine, avec les États-Unis, pardon, et ce qui deviendra par après la Fédération de Russie. Donc on est en pleine guerre froide, donc c'est l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Mais il y a déjà une identité de vue entre les Chinois et les Soviétiques à l'époque parce que ils ont une seule et même idéologie, c'est-à-dire le communisme. Donc forcément, ça crée des liens. Et lorsque l'URSS de l'époque réussit comme ça, je dirais, à envoyer des coopérants militaires dans certains pays en pleine guerre froide, eh bien, cela donne à la Chine
des arguments pour se positionner, et ce qu'elle fera d'ailleurs un peu plus tard sur le continent africain, en comprenant aussi, je dirais, l'éternel débat entre les Occidentaux et les Africains sur les conditionnalités liées soit à l'aide au développement ou à la coopération. C'est-à-dire que là où les Occidentaux exigent, par exemple, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, les Chinois, eux, ont une approche beaucoup plus pragmatique où ils ne jugent pas les situations internes de chaque pays, ils viennent simplement dans un rapport officiellement gagnant-gagnant, sans être dans une posture de donneur de leçons. Et une des raisons du succès actuel de la Chine sur le continent africain, c'est que les pays africains qui ont probablement des choses à se reprocher en termes de bonne gouvernance accueillent à bras ouverts un partenaire qui ne pose pas de questions et qui est prêt à mettre, je dirais, la main à la poche. Justement, si on prend le point de vue africain, est-ce que le win-win dont vous parliez, le gagnant-gagnant, est équitable réellement? Ou est-ce que la Chine n'est pas plus gagnante que finalement l'Africain et le citoyen africain? Tout à fait. Alors, il faut peut-être revenir à quelque chose de très fondamental et qui ne concerne pas seulement la Chine, qui concerne aussi la Russie d'aujourd'hui, euh, l'Inde ou d'autres pays émergents et qui veulent prendre pied sur le continent. En fait, il y a trois objectifs qui sont poursuivis par la Chine depuis qu'elle s'implante petit à petit sur le continent africain. Premier objectif, il est, je dirais, d'ordre politique et diplomatique. Il faut savoir que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité et le bloc des pays africains constitue quasiment le bloc le plus important en termes de votants aux Nations Unies. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'agit de faire passer une résolution, lorsqu'il s'agit lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de faire passer des messages, eh bien, c'est toujours bon d'avoir ces pays africains, voilà, à ses côtés. Deuxième objectif, il est d'ordre économique, évidemment, avec d'une part l'accès aux matières premières et aux ressources naturelles pour des raisons évidemment économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si c'est une entreprise chinoise qui exploite le cobalt en République démocratique du Congo dans des proportions inquiétantes pour les Américains et pour les Occidentaux. Il y a un troisième objectif, celui-là il est d'ordre, je dirais, sécuritaire et militaire, c'est bien évidemment le développement de la coopération militaire et technique avec évidemment en toile de fond les ventes d'armes made in China qui permettent à certains pays de s'équiper. Alors, pour répondre encore plus précisément à votre question, il faut savoir que si la Chine investit aussi massivement et si le deal n'est pas aussi win-win que ça, c'est parce qu'en réalité, la Chine vient avec des projets d'infrastructure, mais qui lui permettent d'exploiter les ressources naturelles des pays où elle s'implante. Et en fait, cette technologie qu'elle exporte vers ces pays africains se traduit par des infrastructures qu'elle laisse, pas à l'abandon, mais qu'elle lègue d'une certaine manière au pays, tout en exploitant les richesses. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des infrastructures et ne pas savoir comment les utiliser, mais dans le même temps, il faut bien le dire, la Chine se donne les moyens d'exploiter des ressources naturelles ou des matières premières que les pays producteurs ont parfois du mal soit à transformer, soit à commercialiser, faute de moyens ou faute de débouchés à l'international. Alors j'ai une question peut-être un peu plus pratique, je dirais, dans le quotidien des pays africains. Oui. La question que je me pose aussi beaucoup, c'est est-ce que aujourd'hui l'hégémonie chinoise en Afrique, si on exclut le côté purement économique, ne dessert pas la Chine? Est-ce que de ne pas pouvoir travailler aussi avec d'autres pays occidentaux, de laisser la place à d'autres pays occidentaux, ne dessert pas de manière, je dirais, humaine la Chine? Alors, d'abord, la présence chinoise sur le continent africain, c'est des investissements massifs dans ce que l'on appelle les investissements directs étrangers. Donc, ça veut dire la quantité d'argent qui est injectée dans les pays africains pour des projets de développement qui, en réalité, se traduisent par une exploitation massive des ressources naturelles et des matières premières de la Chine, en échange évidemment de projets d'infrastructure.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une réflexion qui est en ce moment, non pas à l'étude, mais qui est déjà en cours au niveau européen. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas les moyens de rivaliser avec la Chine. Elle est donc obligée, compte tenu de la présence de la Chine dans certains pays producteurs de matières premières, eh bien, de trouver un consensus, un modus vivendi pour que cette exploitation ne se fasse pas au détriment d'une Europe qui, on le sait, est très divisée. On l'a vu sur le dossier ukrainien, avec la menace de la Russie de couper les vannes en matière de gaz, etc. Donc, il y a une volonté de ménager la Chine, mais tout en créant les conditions d'un dialogue permettant aux pays européens de pouvoir quand même aussi bénéficier, on va dire, de ces matières qui aujourd'hui sont importantes. Je parlais du cobalt tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, on est en plein cycle de fabrication de voitures électriques et on sait l'importance que revêt le cobalt, notamment pour la construction des batteries. C'est fondamental. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'en RDC, par exemple, qui détient environ plus des 2 tiers de la production ou des réserves mondiales de cobalt, eh bien, on a des entreprises chinoises qui sont en première ligne, évidemment, mais il y a 3 entreprises qui, à elles seules, contrôlent près de 80% du marché mondial du cobalt. C'est Mhm. énorme. Donc, ça veut dire que les Européens vont devoir, à un moment donné, bah, c'est déjà le cas, en fait, hein, négocier avec les Chinois en espérant qu'ils leur laisseront des miettes, en fait. Et donc, Et donc, on comprend bien que l'économie est très importante et oui, certainement le fer de lance aussi bien de la Chine que de l'Afrique. Alors, j'ai une dernière question et elle est liée à la Turquie. La Turquie commence maintenant aussi à investir de plus en plus en Afrique. Elle a, je pense, triplé ses représentations diplomatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que c'est pas un peu humblement peut-être de la part de la Turquie, un peu d'ombre aux géants chinois? non, non, pas du tout. Alors, pour la petite histoire, et ça vous le savez, donc d'abord la Turquie fait partie du G20. Donc, le G20, ce sont les 20 économies les plus importantes. On y trouve évidemment les groupes des 7 pays les plus industrialisés, plus la Russie, plus une dizaine de pays dits émergents, mais qui en réalité sont déjà très développés. Hein, le Brésil, la Corée du Sud, la Turquie. Alors, la Turquie, aujourd'hui, joue un rôle pivot, je dirais, au Proche-Orient. Par sa position géopolitique et stratégique, c'est véritablement une tête de pont entre l'Orient et l'Occident. C'est aussi une volonté de puissance de la part de Recep Tayyip Erdogan, qui n'a jamais caché son ambition de faire de la Turquie, en fait, je dirais, le digne successeur de l'Empire ottoman. Et de ce point de vue-là, il y a des similitudes entre Erdogan et Poutine, parce qu'ils sont tous les deux obsédés par la grandeur passée de leur pays respectifs. Et la Turquie a, depuis quelques années, innové en la matière en créant des rencontres, des plateformes de rencontres B2B entre entreprises africaines et entreprises turques pour créer les conditions justement de partenariat. Et on voit de plus en plus effectivement de missions diplomatiques et consulaires turques fleurir sur le continent africain, parce que la Turquie a aussi compris qu'en matière de débouchés de matières premières, il fallait aller à la source et déjà créer un certain nombre de partenariats gagnant-gagnant. Hein, bon, c'est pas toujours évident avec certains de ces pays. Alors, il y a un dernier élément qui paraît très important. Vous savez que la Turquie est un pays musulman, donc ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans. C'est l'un des pays de la sous-région, un des rares d'ailleurs, maintenant, bon, c'est devenu un peu plus, je dirais, ouvert, mais qui avait, disons, des relations plutôt, on va dire, amicales avec Israël, avant que l'on voit récemment encore des pays comme Bahreïn ou encore le Qatar, disons, se rapprocher d'un point de vue diplomatique avec Israël. Et la Turquie, en fait, fait le pari de se positionner, au même titre d'ailleurs qu'Israël dans certains pays africains, sur des créneaux notamment de haute technologie, des créneaux de l'agro-industrie, où là, pour le coup, la Turquie a une bonne expérience à partager avec le continent africain. Et je vous donne une dernière information très importante, c'est que c'est une entreprise turque qui, depuis quelques années, eh bien, réaménage certains aéroports africains. C'est le cas de l'aéroport de Lomé, ce sera le cas de certains autres aéroports sur le continent, en apportant leur expertise d'abord en termes
construction de structures, mais aussi en termes de gestion aéroportuaire. Henri Désiré, nous y merci pour ces éclaircissements. Vous êtes donc notre consultant Afrique pour diversité.be, donc nous nous retrouverons assez régulièrement. Merci. Merci, à très bientôt sur Diversité. Au revoir.